Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un combat que beaucoup de gens connaissent de l'intérieur, mais dont on parle assez peu finalement, l'auto-sabotage. Vous savez, cette tendance un peu étrange qu'on a parfois à devenir notre propre pire ennemi, souvent juste au moment où les choses pourraient bien se passer. Cette phrase, elle est forte. Elle est tirée d'un témoignage de Valentine Vranckx et elle résume parfaitement ce sentiment. Cette impression très brute, très honnête, d'agir contre ses propres intérêts, encore et encore, sans trop savoir pourquoi. Cette petite voix critique, là, pleine de doutes, qui murmure à l'oreille juste avant de se lancer dans quelque chose d'important, c'est une expérience humaine qui est finalement très partagée. Et aujourd'hui, on va lui donner un nom. Alors, allons-y, plongeons dans le sujet. Il est temps de faire connaissance avec ce personnage intérieur qui semble tirer les ficelles en coulisses. Le coach Olivier Kramars, lui, il utilise une métaphore qui est assez saisissante, celle du terroriste émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une force illogique. Au contraire, tout son pouvoir, il vient de sa logique, qui a l'air implacable. Il sait exactement sur quel bouton appuyer, quels arguments utiliser pour nous faire douter. Bon, d'accord, mais alors, comment il fonctionne concrètement? On va explorer ensemble les stratégies les plus courantes qu'il utilise, son véritable mode d'emploi. Le site psychologue.net identifie 3 grands comportements. À première vue, ils ont l'air assez différents, mais en réalité, ils partagent tous exactement le même objectif, nous empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. La procrastination, c'est fascinant parce que, bien souvent, ce n'est pas du tout de la paresse. C'est en fait une stratégie super efficace pour protéger son ego. En ne se donnant pas à fond, on se fabrique une excuse en béton. Si on échoue, ce n'est pas à cause d'un manque de capacité, non, c'est juste par manque de temps. C'est malin. Ah, le perfectionnisme. C'est le refuge idéal. Si un projet n'est jamais vraiment fini, eh bien, il ne peut jamais être vraiment jugé. C'est un cycle sans fin de « je peux faire mieux », de retouches, qui nous maintient dans une sorte de zone de sécurité, bien à l'abri de la critique. Et puis, il y a l'abandon. Ça, c'est le schéma classique de la personne qui déborde d'enthousiasme au début, mais qui, bizarrement, perd tout intérêt juste avant la fin. Et pourquoi? Eh bien, parce que si on n'arrive jamais au bout, l'échec est impossible. C'est une façon d'éviter à la fois la déception potentielle, mais aussi la pression que le succès pourrait amener. Bon, maintenant, on arrive à la question essentielle. Mais pourquoi? Pourquoi se comporter comme ça? La réponse est assez surprenante parce qu'en fait, tout ça est lié à un besoin de protection. Il y a un terme académique pour ça, que nous donne la chercheuse Lucie Finez. C'est l'auto-handicap. C'est le fait de se créer soi-même des obstacles. Mais alors, dans quel but? La logique derrière ce mécanisme, elle est implacable. C'est un scénario gagnant-gagnant pour l'ego. Regardez, en cas d'échec, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'obstacle qu'on s'est créé. Et en cas de succès, eh bien notre talent est perçu comme encore plus grand parce qu'on a réussi malgré l'obstacle. Dans les deux cas, l'image de soi est protégée. D'accord, on comprend le mécanisme. Mais d'où ça vient, tout ça? Comment ce programme s'est-il installé en nous? Pour le comprendre, il faut souvent remonter un peu dans le temps, vers l'enfance. Voilà. Une petite phrase, l'air de rien, souvent dite avec les meilleures intentions du monde. C'est pas mal, mais on peut toujours mieux faire. Et hop, la petite graine du perfectionnisme est plantée. Ça installe l'idée que rien n'est jamais vraiment assez bien, et que donc un travail n'est jamais vraiment terminé. Ça, c'est encore plus puissant. C'est une étiquette familiale. Entendre ça, ça peut conditionner une personne à croire qu'au fond, elle est destinée à l'échec. Et face à cette croyance, à quoi bon essayer? C'est le terreau parfait pour la procrastination ou l'abandon. Donc pour résumer, tous ces messages, ces étiquettes finissent par se cristalliser. Ils deviennent le script de notre saboteur intérieur. Le toujours mieux faire va nourrir le perfectionnisme. La croyance en un échec inévitable va justifier l'abandon. Et ces règles, qui à l'origine étaient peut-être des mécanismes de protection, deviennent de véritables prisons intérieures qui dictent nos comportements aujourd'hui. Allez, on arrive à la dernière partie. Et c'est peut-être la plus importante, parce qu'elle propose une perspective complètement nouvelle et assez puissante pour interagir avec cette voix intérieure. Et si on changeait complètement de regard? C'est ce que propose Valentine Vranckx. Au lieu de se battre contre cette voix, de vouloir la faire taire, et si on se mettait à l'écouter? Et si son message, même s'il est douloureux, était en fait porteur d'une information précieuse? L'idée, c'est que ces pensées négatives ne sont pas des attaques qui sortent de nulle part. Ce sont des signaux, des sortes de clignotants qui pointent vers des blessures, des peurs, des besoins qui n'ont pas été entendus et qui réclament notre attention. Le saboteur, ce serait peut-être juste un messager très maladroit. Et ça change complètement la définition de reprendre le contrôle. Il ne s'agit plus de gagner une guerre à l'intérieur de soi, il s'agit plutôt d'apprendre à prendre soin de soi avec plus de compassion. C'est devenir responsable de son propre bien-être, comme le dit si bien Valentine Vranckx. Alors, pour conclure, voici une question à emporter avec soi. En changeant de regard, en arrêtant le combat pour commencer à écouter avec curiosité, quelle pourrait bien être la toute première chose que ce saboteur essaie de nous dire?
sur nos vrais besoins, ici et maintenant. La réponse, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle relation avec soi-même.